Et l'hommage du 8 mai avec cette question qu'on va se poser. Est-ce que le président est seul à l'image de ces Champs-Élysées déserts ce matin? Avant cela, je voulais qu'on revienne sur le climat politique et social, parce qu'il y a une radicalisation d'une partie de la classe politique, la France insoumise entre autres, et une radicalisation syndicale avec la CGT qui a multiplié les manifestations sauvages et les actions coup de poing. Hier, vous avez une mobilisation qui est crépusculaire. Une dizaine de personnes qui lancent une action en face du bâtiment Renaissance, au pied du bâtiment Renaissance à Paris. Il n'y avait quasiment personne, sauf que dans ces dizaines d'individus, vous aviez le député Thomas Porte, LFI, et vous aviez également Christophe Prudhomme. Christophe Prudhomme, il est conseiller régional LFI. Une caméra filme donc la scène. Et ces individus vont chanter, et tendez bien l'oreille bien sûr, je le dis aux auditeurs, Louis XVI, on t'a décapité, Macron, on va recommencer. Alors on voit vraiment Christophe Prudhomme scander ce chant-là, on écoute. Louis XVI, on t'a décapité, Macron, on peut, et pas on va, on peut recommencer. Lorsqu'on est élu, responsable politique, là je me tourne vers vous, Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national de la Moselle, qu'est-ce qu'on risque quand on dit ça? Je crois qu'on risque pas grand-chose, mais en termes pénal, en revanche, on risque effectivement d'exciter des olibrius comme ceux qu'on a vus tout à l'heure et de leur donner un blanc-seing, de leur signer un blanc-seing pour des actions violentes. Quand on évoque la décapitation du chef de l'État ou quand Thomas Porte, député, mime la décapitation d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, avec un ballon de football, quand des députés citent Robespierre et parlent de décapitation au cœur de l'Assemblée nationale, il y a un climat qui est terrible. S'opposer à Emmanuel Macron quand on est de l'opposition, c'est normal, je m'y oppose, le Rassemblement national s'y oppose, mais appeler à la violence de manière directe ou indirecte, c'est pas innocent. C'est pas innocent, c'est pas comme si un kidam passait dans la rue et énervé parce que l'inflation, parce que le prix de l'essence, parce que le chômage. Quand on est élu, on ne peut pas dire ça, même après, quand on est manifestant, c'est ça que vous dites? Eh bien, évidemment, parce qu'on a une responsabilité. Élu, oui. Adjoint à la mairie du 16e arrondissement, il crie des choses comme ça, pense le contraire. Pourquoi? Si vous avez dit, on a le droit de chanter ce qu'on veut. Ah ben non, le citoyen a le droit de chanter ce qu'il veut. Bien sûr, ça c'est la liberté d'expression. À nouveau, et c'est heureusement pour ça, une fois de plus, que Jean Moulin est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. En revanche, quand on est un élu de la République, bien sûr qu'on respecte les institutions qu'on représente. Quand on est un élu, on représente ces institutions. Et quand Thomas Porte, comme vient de le rappeler M. Jacobelli, se prend en photo avec la tête d'Olivier Dussopt, il est condamné par l'Assemblée nationale. Et c'est normal. Et quand là, on voit un élu du Conseil régional qui dit « Macron, on peut te décapiter », on s'attend à ce que le Conseil régional puisse prendre le même type de sanction. Et vous avez entièrement raison, puisque Vincent Jeanbrey, a dit « Christophe Prudhomme est conseiller régional LFI. À notre prochaine séance, je demanderai que notre Assemblée puisse prendre une sanction Absolument. À son égard. En Île-de-France, nous combattons les violences et nous respectons tous les élus. La France insoumise est dangereuse pour Vincent Jeanbrey a absolument raison, et cette sanction doit être prise. Je crois vice-président du groupe LR à la région Île-de-France. Mais c'est un peu perturbant, pardonnez-moi, monsieur Montré. Vous dites, les élus n'ont pas le droit, mais en revanche, les citoyens qui veulent menacer le président de la République dans un champ de décapitation, pourquoi pas? C'est bien sûr, c'est ça la liberté d'expression. De la même façon qu'il y a un devoir de réserve pour les fonctionnaires, un citoyen normal peut dire des choses et un fonctionnaire ne peut pas le dire parce qu'il est fonctionnaire de l'État. Et c'est comme ça qu'est construit l'État de droit, et c'est très bien. En fait, non, mais il joue, même la France insoumise joue parfaitement là-dessus, parce que en fait, c'est la différence entre ce qui est légal et ce qui est moral. Il y a ce que permet la loi, et en fait, ils vont jusqu'au bout en jouant jusqu'à la dernière ambiguïté possible. Et en fait, vous pouvez voir ça de deux manières différentes. Et moi, c'est pour ça que je me situe plutôt dans la morale. C'est assez rare que je le fasse, mais là-dessus, j'assume totalement. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépasse clairement, moi, je trouve, la question de la liberté d'expression, puisque pour moi, c'est de l'incitation au meurtre. Et donc, en fait, on ne dit pas... On a le droit de tout dire, mais oui et non. Parce que typiquement, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Et si vous
vous avez quelqu'un ne se dit pas que c'est métaphorique, qui ne se dit pas que c'est simplement de l'oral et que l'idée c'est d'utiliser des images, et quelqu'un qui passe à l'action, eh bien, je ne sais pas comment sera qualifié le député La France Insoumise juridiquement, parce que s'il dit j'ai entendu cet appel à décapiter Emmanuel Macron comme ça a été fait contre Louis XVI, et du coup je suis passé à l'action. Ben là, je pense que la responsabilité du député La France Insoumise sera engagée. Ils avaient fait la même chose avec Marine Le Pen, qui était avec une corde autour du cou dans une manifestation il y a quelques années, bon, sans que ça émeuve qui que ce soit d'ailleurs à l'époque, mais on peut se demander pourquoi ils sont violents à ce point aujourd'hui, les élus de LFI. C'est parce qu'ils ont 2 péchés originels à se faire pardonner. Le premier, d'avoir appelé à voter Emmanuel Macron, et le deuxième, de s'être carapaté à l'Assemblée nationale quand il a fallu étudier le texte de la réforme des retraites, où ils ont fait de l'obstruction et où on n'a pas travaillé sur le fond. Et donc aujourd'hui, pour montrer qu'ils existent, ils sont obligés de faire une surenchère. Malheureusement, le prix de cette surenchère peut être terrible. J'entends, mais on va pas rester trop longtemps sur cette séquence-là, et je le dis aux téléspectateurs, aux auditeurs également, c'est que à l'image, ça peut paraître impressionnant parce qu'il y a un zoom sur 10 personnes, on a un point haut, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a à tout casser 30 manifestants. Mais l'action est symbolique. Ce qui est inquiétant, c'est de voir que ces champs-là, il y a une sorte de, finalement, folklore, de banalisation de la violence dans les mots. Et peut-être que certains font le relais, ou en tous les cas se disent, il y a une passerelle entre la banalisation de la violence dans les chants, dans les pancartes, dans les symboles, quand on brûle, par exemple, l'effigie d'un responsable politique, et ensuite la violence sur le terrain. Nathan Dever, ça sera un cours de philosophie, mais en 1 minute. Oui, que ce soit métaphorique ou pas. Moi, je trouve ça très problématique quand on est de gauche, même si c'était juste du folklore ou de l'humour ou une sorte de métaphore, de faire référence de cette manière à la peine de mort. Quand on sait que justement, toute l'histoire de la gauche, ça a été, enfin de la gauche des années 80, ça a été précisément de savoir qu'à l'époque, une majorité importante de la population était pour la peine de mort, que la gauche a réussi à la faire abolir alors que ça allait à l'encontre du vœu général. On sait qu'aujourd'hui, les études de sondage montrent qu'il y a encore une majorité de la population qui est favorable à la peine de mort. Donc dans cette mesure-là, où sur cette question, on n'a pas progressé par rapport aux années 80, je pense que quand on est un élu de la République, quelle que soit la cause, on ne devrait pas relativiser, même de manière allusive, même de manière symbolique, même de manière rigolote, entre guillemets, sur cette question. Est avec nous, député Renaissance de Saône-et-Loire. Merci d'être en direct pour CNews et Europe 1 dans Punchline. Peut-être un mot d'ailleurs sur cette séquence qui fait grand bruit depuis maintenant 24 heures. Et c'est cet élu, La France Insoumise, Monsieur Prudhomme, qui a pu scander lors d'une manifestation surprise, une mobilisation surprise, puisqu'ils étaient 30, ce n'est pas une manifestation. Louis XVI, on t'a décapité, Macron, on peut recommencer. Quelle réponse vous lui apportez ? D'abord, de préciser qu'effectivement, comme vous l'avez mentionné, cette manifestation a été interdite et non déclarée. Enfin, en tout cas, elle était non déclarée. Et par ailleurs, que malheureusement, on commence à être habitué de certains élus de La France Insoumise qui se permettent ce type de déclaration absolument scandaleuse. Et je le dirais de n'importe quel représentant public, en tout cas l'insulte vers qui elle est tournée, en l'occurrence le président de la République. Quand on est élu de la République, déjà d'une manière générale, on ne menace pas personne de mort, et a fortiori lorsqu'on est un élu de la République, on se doit d'être un minimum exemplaire, et on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, on ne peut pas faire tout n'importe quoi, et évidemment je suis scandalisé, et je m'associe évidemment à toutes les critiques qui ont été formulées à l'encontre de cette équipe France Insoumise. Venons-en au 8 mai à présent, parce que ça a été une journée très longue et riche en symboles pour le président de la République, également pour la France. Il y a eu 2 temps. Le premier temps, c'est à Paris, avec cette séquence où finalement Emmanuel Macron a ravivé la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris. Mais ce qui a surpris, c'est le dispositif de sécurité XXL, c'est cette interdiction de manifestation avec ces Champs-Élysées désert pour une fête nationale. Et puis il y a eu un second temps, l'hommage à Jean Moulin, les mots très forts du président de la République et ce devoir de mémoire. Mais ces Champs-Élysées déserts pour une fête si importante, ça a surpris, ça a marqué, notamment plusieurs responsables
politique. Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, terrible image du cortège présidentiel remontant une avenue des Champs-Élysées déserte, le symbole d'un pouvoir rejeté par le peuple, une crise de confiance sans précédent en ce jour de commémoration de la victoire. Clémence Guettet également, un 8 mai crépusculaire et solitaire pour Jupiter, les abords des Champs-Élysées interdits d'accès ce matin pour le passage du président Macron. On ne gouverne pas contre le peuple, sans lui non plus. Je me retourne vers vous, Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire. Est-ce que vous avez un président de la République qui, à l'image de cette matinée sur les Champs-Élysées, est extrêmement seul, loin, très loin, peut-être trop loin des Français ? Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. D'abord, les commentaires de Nicolas Dupont-Aignan sont finalement, n'ont pas beaucoup d'intérêt comme d'autres commentaires. Je suis pas sûr qu'ils intéressent grand monde. Je rappelle quand même qu'à chaque fois que le président de la République, comme le Premier ministre ou comme les ministres dans une moindre mesure, se déplacent, il y a toujours un dispositif important de sécurité, et que ce soit avec Emmanuel Macron, mais comme c'était également d'ailleurs avec ses prédécesseurs. Voilà, je n'étais pas sur les Champs-Élysées, donc j'aurais du mal à vous dire précisément, effectivement, quel était le dispositif. En revanche, non, je crois pas. Je pense qu'il est dans son rôle, d'ailleurs, président qui doit être, évidemment, qui doit conduire la nation, qui doit faire œuvre de mémoire, et elle doit surtout rassembler tout le monde. On n'est pas sur un événement qui est polémique, qui est cristallisant. On est sur un événement qui rassemble toutes et tous, tout le monde au-delà de ses convictions. Écoutez-moi, pardonnez-moi, Louis Marguerite, tous autour de la table, quelle que soit la couleur politique. Quand on voit ces images, on a l'impression de revoir la crise sanitaire ou le Covid. Vous allez écouter ces Français qui eux-mêmes étaient présents sur les Champs-Élysées et qui se sont dit déçus parce qu'ils n'ont pas pu même presque apercevoir le président. Donc quand ça saute aux yeux comme ça, on peut là aussi avoir une sorte de concorde sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu surprenant que pour une fête nationale, il y ait si peu de monde sur les Champs-Élysées. Et ça témoigne d'un contexte social qui est compliqué. Écoutons les Français, s'il vous plaît, monsieur le député. C'est vrai que c'est dommage parce que là, par exemple, les gens ils sont bloqués. Enfin, on est bloqués tous à un même endroit. Et donc, le quartier de Georges V, c'est un peu bloqué. Oui, si, c'est un peu compliqué, effectivement, l'accès. C'est un petit peu le labyrinthe. On a slalomé entre tous les... Effectivement, on a vu un peu tout un échantillon de forces de l'ordre. On ne connaissait pas en province, c'est un peu plus tranquille. Effectivement, ça doit être révélateur d'une ambiance actuelle en France. Louis Dragnel, chef du service politique européen. On a la sensation que les Champs-Élysées, le temps d'une fête nationale, ces Champs-Élysées se sont bunkérisés. Il était tout seul en quelque sorte. Ah, complètement. Non, mais moi, c'est la première image qui m'a frappé ce matin quand j'ai regardé les images. C'est qu'en fait, on fête la capitulation allemande. On fête une reddition. Ça s'appelle quand même la cérémonie de la victoire. Et en fait, la victoire, le président l'a faite seul, sans la communion populaire. Et normalement, il y a des Français de tous bords politiques qui viennent assister à ces cérémonies-là. Moi, j'ai plein de souvenirs en tête de familles, de parents qui viennent avec des poussettes pour montrer, parfois qui viennent de loin, pour montrer au moins une fois à leurs enfants, regardez ce qui s'est passé, regardez les symboles. Et il y a tout aussi cette dimension symbolique. Et donc, politiquement, effectivement, ça montre un président seul. Vous l'avez dit tout à l'heure, moi, ça me rappelait les années Covid, sauf que le Covid, c'était une mesure imposée pour des raisons extérieures, exogènes au contexte politique. Toutes les capitales, tous les pays du monde, ou d'Europe au moins, vivaient à peu près sous le même système. Là, le problème, c'est que si les Champs-Élysées sont vides, c'est pour des raisons politiques, et Emmanuel Macron a une responsabilité là-dedans. Et donc, c'est ça qui, je trouve, est politiquement assez dur pour Emmanuel Macron. Voilà. On revient sur cette symbolique juste après le point sur l'information avec Barbara Durand. Bonsoir Barbara, 18